Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Plutôt que de se focus sur l'aspect négatif de la van life, faut voir aussi toutes les bonnes choses que ça apporte, en fait. Si de plus en plus de gens se dirigent vers ce mode de vie, c'est qu'il y a une raison aussi. Ça fait plus de sens et il y a tout à fait moyen de cohabiter. Aujourd'hui, j'accueille Émilie, une voyageuse solo nomade de longue date qui a parcouru plusieurs continents en véhicule aménagé, en backpacking ou encore à moto. Notre discussion a été vraiment super riche, alors j'ai choisi de la découper en deux parties. Aujourd'hui, elle nous raconte son parcours et parle de la van life sous toutes ses formes, de ses avantages, mais aussi de ses challenges et des défis au quotidien, notamment en tant que femme solo. La semaine prochaine, je vous partagerai le second volet de notre discussion où on parlera des différents moyens de concilier voyage et travail, comme le volontariat ou le PVT, mais aussi des pièges que nous tend cette espèce d'ivresse un peu excitante du nomadisme et des moyens de les éviter. En attendant, j'espère que comme à moi, cet échange vous ouvrira de nouvelles perspectives et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Émilie, ravie de t'avoir avec nous dans le podcast. Donc, tu es voyageuse, van lifeuse, entre autres, mais tu nous en diras un petit peu plus. Donc, bienvenue à toi. Et est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Hello Chloé! Eh ben, écoute, je suis super contente d'être ici avec toi. Pour me présenter rapidement, donc moi, c'est Émilie. Je suis, voyageuse solo et nomade depuis quelques années. J'ai commencé ce mode de vie quand j'avais 21 ans. J'en ai 30 il y a peu, donc ça fait quelques années que je me suis laissée plonger là-dedans. J'ai principalement vécu, voyagé, travaillé à l'étranger, donc en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est pendant 6 ans et je suis revenue en Europe il y a un peu plus de 2 ans, où je continue sur ma lancée avec, un petit fourgon aménagé et mon petit chien, mon petit compagnon à 4 pattes depuis peu. La façon dont j'ai vécu mon nomadisme, ça a été d'alterner voyage et travail, vie en van, backpacking, volontariat, tout ce que j'ai trouvé en cours de route pour, me permettre de vivre des expériences à l'étranger et construire un profil, un peu chaotique, mais avec plein d'histoires à raconter du coup. Ah bah ça tombe bien parce que tu vas pouvoir partager tout ça avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer peut-être comment ça a commencé tout ça, nous raconter comment en fait t'en es venu à voyager en van? Yes et bah, disons en van ou plutôt en véhicule aménagé. Tout a commencé en Australie où, ce mode de vivre dans son véhicule, donc encore une fois, pas forcément en van, mais tu as des gens qui vivent dans tout type de véhicule aménagé. Ça peut être des petites voitures, des breaks, des gros 4x4, des gros vans, des bus, des camions, des vélos, des chevaux. C'est le mode de vie en fait, où tu te déplaces avec ta maison sur roue est super répandu dans ce genre de pays et quand j'y suis arrivée, ça a fait totalement sens, en fait. Ça m'a attirée comme beaucoup d'autres personnes parce que simplement tu as ta maison sur roue, en fait. Du coup, ouais, j'ai commencé avec, j'ai acheté un petit, SUV, un Toyota RAV4 que j'ai trimballé pendant longtemps en Australie. J'ai mis 3 planches avec 3 clous à l'arrière de ce véhicule et ça a été ma maison pendant longtemps. Bon, évidemment, tu vis pas là-dedans, à plein temps. Tu vas t'arrêter souvent, faire, un hostel, faire des colocs, faire du roofing, du volontariat un peu par-ci par-là. Tu vas bosser à des endroits où tu un hébergement. Mais, ouais, le principe de vivre dans son véhicule, pour moi, ça a fait sens assez vite
En tout, j'ai eu 5 véhicules aménagés dans mes voyages. Donc là, c'est mon cinquième, le fourgon que j'ai actuellement et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me vois mal ne pas avoir un véhicule aménagé sur un continent sur lequel je voyage, quoi. Évidemment, il y a des continents sur lesquels c'est pas possible, notamment en Asie du Sud-Est, je voyageais principalement par bus. J'évite de prendre l'avion au maximum quand même, par location de scooter. J'ai eu ma moto aussi également, où je trimballais mon backpack. Donc ouais, pour moi, enfin, ce mode de voyage, c'est vraiment ce qui fait le plus sens, ce qui est le plus fun aussi et que je recommande à n'importe qui a un petit peu, soif d'aventure, un attrait pour la liberté qu'offre, de parcourir des routes, sans fin. Pour être dans le cliché. On y reviendra après à ce coup de foudre pour la van life ou plutôt, pour la vie en véhicule aménagé, qui a été comme une évidence pour toi en arrivant en Australie. Mais avant, est-ce que tu peux m'expliquer, la suite de ton parcours et ce qui s'est passé après l'Australie? Australie, du coup, j'y suis restée environ 2 ans et demi. Nouvelle-Zélande, j'y suis restée 2 ans et demi aussi, mais ça c'était particulier, c'était la période du covid, donc tous les visas des expats ont été étendus. Asie du Sud-Est, j'y suis restée un peu plus d'un an et l'Europe, ça fait 2 ans du coup. Donc Australie, Nouvelle-Zélande, c'était des PVT. Asie du Sud-Est, j'ai enchaîné beaucoup de visas tourisme. C'était tout le temps du tourisme, ouais, c'est ça. Même si j'ai travaillé, faut pas le dire. Et l'Europe, bah, l'Europe, tu peux voyager, de façon libre parce qu'on est dans l'espace, Schengen, tout simplement. On a beaucoup de chance pour ça aussi. Ah oui, carrément, c'est sûr que ça aide beaucoup. Sur, la van life, donc pour toi, ça fait vraiment partie de ton mode de voyage, mais aussi de ton mode de vie et ça, tu le vois sur le long terme, de ce que j'ai compris. Et donc, est-ce que tu pourrais approfondir un petit peu plus, les avantages? C'est-à-dire, pourquoi pour toi c'est devenu une évidence? Et peut-être dans un deuxième temps parler des inconvénients, qu'il doit y en avoir aussi forcément. La vie en van ou en tout type de véhicule aménagé, pour moi, c'est devenu une évidence. Tout simplement par la facilité, en fait, que tu as d'avoir ta maison sur roue. Tu plus à te soucier du logement, tu plus à te soucier de louer un véhicule pour te déplacer. Tu toutes tes affaires avec toi. Tu as ce sentiment de liberté qui est quand même très chouette, et tout simplement, tu peux aller, selon les pays évidemment, tu peux aller, dans les endroits que tu as envie de visiter et dormir, admettons que ce soit des parcs naturels, tu as envie de te poser près d'un lac, en pleine nature, tu peux t'éloigner des villes, là où, c'est la plupart du temps où tu auras des logements. Tu peux vraiment aller dormir où tu veux. Évidemment, tu peux pas dormir, tout le temps dans toutes les réserves naturelles, exactement où tu veux. Il y a des fois où tu vas dormir, sur des places de parking, c'est pas toujours idyllique, évidemment, mais ça t'offre quand même un sentiment de liberté qui est énorme et ouais, une marge de manœuvre, en fait. Ouais, j'imagine que ça doit être ouf comme sensation. Et les inconvénients ou plutôt les challenges que tu peux avoir au quotidien, du coup, est-ce que tu peux en parler, un peu plus? Qu'effectivement, tu as pas mal de challenges. On parle en premier des soucis mécaniques, hein. J'ai envie de te dire, c'est rare, mais quand ça t'arrive, ça peut te drainer ton voyage. Je te dis ça parce que sur mon fourgon en Europe, j'ai eu que ça, en fait. J'ai eu beaucoup, beaucoup de challenges mécaniques. C'est la première fois que ça m'arrive. En Europe, malheureusement, comme tu as eu un boom de la van life dernièrement, tu as beaucoup de gens qui vendent, des trucs qui tombent en pièces, des trucs avec plein de vis cachées. Faut faire très attention à ça, parce que ça peut vraiment te bouffer ton voyage. Faut pas oublier que c'est ta maison sur roue, que si tu le perds, tu perds tout, en fait. Tu perds souvent toutes tes économies. Enfin, toutes tes économies. Évidemment, faut pas mettre toutes ses économies dans un van. Faut faire attention à ça, ouais. La mécanique, ça peut vraiment te plomber. Heureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Encore une fois, j'ai eu, 4 ou 5 véhicules. Là, c'est la première fois que j'ai autant de soucis. Je viens juste de faire des réparations sur mon fourgon qui m'ont coûté, un rein. Ça fait quelques mois que je ne peux plus l'utiliser. Je pense que c'est pour ça aussi, à un moment, je me suis dit: «Ouh là, on va faire une pause parce que là, il y a rien qui va». Bref, du coup, ouais, niveau mécanique, je pense que c'est les galères qui peuvent facilement me décourager. Ensuite, il faut savoir que la van life, c'est beaucoup, beaucoup de charge mentale.
Faut pas oublier que tu laisses pas mal ton confort de côté. Tu dois constamment penser, en fait, à tout ce dont tu penses pas au quotidien, normalement, donc tout ce qui est approvisionner en eau, s'il y a suffisamment de beau temps pour alimenter ton panneau solaire, le gaz, où est-ce que tu vas dormir la nuit? Sachant qu'il y a de plus en plus de restrictions. Quand tu es une femme seule, évidemment, on a plus de choses à penser. On doit penser de façon plus safe par rapport à ça. Au final, tu accumules pas mal de fatigue, hein, et dernièrement, je dirais que, ouais, il y a quand même pas mal de marginalisation qui se développe dernièrement, en Europe notamment. J'ai pas eu ça à l'étranger, tu vois? Mais en Europe, tu as pas mal de mauvais regards, de mauvais jugements. J'ai appris à faire, abstraction pas mal, hein. Il y a quelques années, ça m'aurait plus touché que ça, mais tu as quand même pas mal de marginalisation, de gens qui te rejettent, qui te font des commentaires, pas toujours très gentils. Tu vois quand même que certains endroits ne veulent pas de toi. Alors il y a 2 choses que je voudrais approfondir dans ce que tu as dit. La première, c'est sur la sécurité en tant que femme seule. Je pense que c'est un sujet très important. Pour moi, ça a été un énorme frein et c'en est toujours un, je veux dire, pour certains trucs. Et du coup, je voulais savoir, comment toi tu gères, ces appréhensions-là? Est-ce que tu as eu des soucis? Si oui, comment tu les as gérés? Qu'est-ce que tu mets en place pour lever ces appréhensions, justement? Ouais, mais ça, tu sais que ça me paraît presque irréaliste de le dire, mais c'est une question que je me posais même pas quand j'étais en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui sont reconnus parmi les pays, si c'est pas les 2 pays les plus safe pour les voyageuses solo. J'ai eu zéro, zéro, zéro souci. Même pas je me suis fait siffler, même pas je me suis pris une main au cul, rien. Je me posais absolument pas la question de si c'était safe de dormir seul dans sa voiture, de voyager seul. Les premiers jours où tu arrives, forcément, tu as tellement été habitué à des choses atroces qui se produisent tous les jours, pour les femmes en Europe, en France où je me sens pas safe et tu te rends vite compte que c'est tellement différent. Et tu mais c'était un monde où tu te posais pas la question de ça, c'était magnifique. Et je t'avoue par contre que, bah, je vais pas te mentir, hein, depuis que je suis revenue en Europe, bah, si je me suis pris une sacrée claque parce que je suis revenue de mon monde de bisounours pour affronter la réalité de plein fouet, quoi. La France où j'ai pas eu de situation de danger immédiate, on va dire, mais c'est beaucoup de comportements inappropriés, de la part de certains hommes. C'est beaucoup de regards lubriques, c'est beaucoup de commentaires, hein, de situations où je me dis, «Casse-toi de là, quoi, casse-toi de là». Tu sais pas trop ce qui se passerait si tu restais dans ce genre de situation. Donc ouais, mon meilleur conseil, c'est de se casser dès qu'il y a un truc, une personne que tu sens pas, un homme, que tu sens pas. Malheureusement, j'ai pas eu de problème avec des femmes. Hem, Ce qui me rassure beaucoup, c'est que, j'ai toujours de quoi me défendre aussi. Toujours une ou plusieurs bombes lacrymo, donc dans le van, dans mon sac et cetera. Hem, j'ai toujours des armes à portée de main, enfin tout ce qui est couteau, j'ai un gourdin aussi, ça c'est pas mal. Dans mon van aussi, je l'ai construit de façon à ce que j'ai toujours accès au siège conducteur. Ça m'a servi une fois, parce que j'ai eu peur qu'il y avait quelqu'un qui rôdait autour du van, effectivement. Ça, c'est mon chien qui me prévient aussi, et si mon chien ne sent pas une personne, va grogner sur un homme qui m'approche, sachant qu'il est ultra affectueux avec plein de gens en général, donc hommes inclus. Ça veut dire que la personne a une mauvaise intention envers moi en général et là mon chien, je le crois à 200. Mais j'ai cette appréhension effectivement, comme je pense pas mal de voyages solo en France, en Europe, hein. Pas mal de femmes en fait, dans leur quotidien en général. Il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire par contre, ça fait des années que je dis que je vais le faire, hein. Et là, j'ai trouvé de quoi le faire près de chez moi, c'est de prendre des cours de self-défense. Je pense que ça peut pas mal rassurer et c'est toujours, bon à prendre dans tous les cas. Voilà, j'espère que ça peut répondre à la question. Mais OK, c'est super intéressant. Moi, je voyage qu'en Europe. Ce qui me frappe le plus sur cette notion de sécurité, c'est que j'ai rencontré plusieurs personnes, dont encore, un couple, récemment, qui ont émigré de France.
et qui ont choisi d'aller vivre dans un autre pays, en l'occurrence d'Europe du coup, parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité en France. Et donc des femmes, mais aussi des hommes, des couples, enfin avec des enfants, tu vois? Et je me dis: «Mais en fait, mais c'est grave d'avoir atteint ce point-là» et parfois il y a des trucs qui nous semblent aussi normal en France. Typiquement, ben, moi, tu vois, j'ai grandi à Paris, ado, j'avais une bombe, lacrymogène dans ma poche intérieure de ma veste, tu vois? Et moi, depuis que je voyage, je n'éprouve pas le besoin. Mais on normalise des trucs et quand on va à l'étranger, on se dit: «Mais en fait, tu vois, quand moi j'étais en Estonie, les gens ils laissent leur portable, sur une chaise pendant qu'ils vont se baigner dans la mer ou quand ils vont danser la salsa sur la plage, tu vois? Et en fait, il y a une des rangées de portables entières et personne n'y touche parce que la culture, c'est pas la même, tu vois? Et je pense que quand tu voyages, tu te rends compte que tu as des trucs qui étaient évidents pour toi et en fait, bah, c'est pas si évident finalement. Non, mais typiquement, tu disais tout à l'heure la France particulièrement, c'est en France que je me sens le moins en sécurité, tu vois? De tous les pays que j'ai vus, c'est en France que je me sens le moins en sécurité. C'est ouf, hein? Je trouve ça triste en fait. C'est, Ça dépend quand même des coins de la France, mais je sais que dès que je me suis rapprochée de certaines grandes villes, les grandes villes que j'évite au maximum quand même, une femme qui voyage seule, tu as souvent beaucoup de regards qui se posent sur toi, tu as beaucoup de jugements et tu as des comportements qui devraient pas exister, en fait. Heu, ouais, mais encore une fois, j'insiste quand même, c'est quand même une minorité. C'est assez traumatique ce qui peut se passer des fois avec des réactions que tu peux avoir de certaines personnes donc ton cerveau te dit quand même: «Fais attention», tu vois? Et ça, c'est normal. Il faut garder cet instinct de comment dire? Qui te dit: «Fais attention quand même à toi, mais faut pas avoir peur non plus». Je sais pas si ça aide beaucoup à avancer le schmilblick, mais ouais, ouais, que la peur, faut la gérer, mais c'est aussi un moyen de se protéger en fait. exactement, exactement. Mais j'aimerais insister que ça reste des cas isolés. Hem, il faut pas s'empêcher de vivre à cause de ça. Ici, on insiste sur les appréhensions qui sont normales à avoir, en fait et que là, on parle typiquement des précautions qu'on a à prendre en tant que femme dans notre quotidien, pas forcément en tant que femme qui voyage seule. Je pense que c'est global et qu'on le sait toutes, en fait. C'est bien de souligner la question, mais j'aimerais aussi souligner le fait que, d'une certaine façon, peut-être contradictoire, je sens que le monde est bien plus safe quand tu t'y aventures. Typiquement, j'ai eu beaucoup moins de peur sur la route et dans les communautés de voyageurs, que j'ai pu en avoir dans un quotidien un peu plus, ouais, un aspect un peu plus restreint du quotidien, on va dire. Dans les villes typiquement, bah, que j'évite aujourd'hui, pour ces raisons et pour d'autres, c'est là que je vais voir plus de gens, qui sont névrosés, de comportements névrosés en général, en fait, envers les femmes et de façon générale. Hem, la grande majorité des gens que j'ai rencontrés sur ma route, et de l'humanité en général, je pense, j'y crois, c'est des gens qui sont gentils et bienveillants, en fait. Peut-être un peu bisounours de dire ça, mais moi j'y crois. À noter que je suis personnellement quelqu'un qui va très facilement vers tout le monde, que ce soit des femmes, des hommes, des couples, des gens seuls, des jeunes, des gens plus âgés. En fait, je m'en fiche. Je pense que la grande majorité de l'humanité a un bon fond, qu'on nous a appris à être sur nos gardes en tant que femmes et que c'est essentiel, en fait, d'avoir cette connaissance et ces bases, mais faut pas que certaines choses nous empêchent de vivre et oublier que l'humanité a un bon fond, en fait. Que la majorité des gens qu'on va croiser sur nos routes sont des personnes bien. Encore plus si c'est des van lifers. Les van lifers, en général, ils ont un bon fond. Je dirais tout simplement que le monde est bien plus beau que ce qu'on peut et ce qu'on veut nous dire, hein. Et aussi qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup plus de connaissances, de soutien, de paroles et de force que jamais en tant que femme. Et voilà. Bien sûr. Tu parles du fait d'aller vers les autres et tout et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure dans les défis de la van life, est-ce que tu peux parler de, la vie sociale, de la solitude, du fait de rencontrer des gens ou pas? Et ben, encore une fois, je vais te dire, ce que j'ai expérimenté à l'étranger et ce que j'ai expérimenté en Europe, c'est différent fois 1000. À l'étranger, donc je pense ici à l'Australie et la Nouvelle-Zélande où, tu as principalement des gens qui sont en PVT, et qui sont là pour expérimenter à fond, que ce soit la van life, toutes les expériences de la vie, les rencontres et cetera.
j'ai vraiment ce souvenir que tout le monde va vers tout le monde, hein. Peut-être pas tout le monde va vers tout le monde, mais enfin, les gens sont beaucoup plus sociables, ont beaucoup plus envie de venir vers toi, quelle que soit la nationalité, quel que soit le parcours de vie. Et en Europe, j'ai beaucoup plus de mal, ouais, à connecter avec les gens sur la route. T'as plus de types de van life aussi, enfin, encore une fois, van life, c'est un terme qui englobe, pas mal de choses différentes. Tu les camping-caristes, t'as les gens en gros camion, t'as les gens en petite voiture. Mais t'as des gens qui sont enfin, il y a une culture un petit peu plus individualiste dans la manière de voyager, je trouve. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont aménager leur véhicule, qui vont aller d'un point A à un point B en faisant leur petit chemin tout seuls. Sans vouloir trop sociabiliser et je pense peut-être ça, il y a quelque chose à faire avec le fait que les véhicules aménagés soient super dernier cri, où les gens ont beaucoup d'espace pour rester à l'intérieur alors que, par exemple, un véhicule comme le mien, j'ai pas beaucoup d'espace, tu vois? Je vais avoir envie de sortir ma chaise, et puis, prendre mon café ou, une petite bière dehors et puis dire: «Ah bah tiens, venez prendre un café ou une bière avec moi». Des fois, j'ai ma pancarte apéro, tu vois, pour attirer les gens, donc tu sais, j'ai vraiment ça et tu vois, c'est beaucoup plus facile parce que moi, je sors de mon véhicule, en général, je parle avec les gens. J'ai un chien, donc mon chien, en plus, qui est super affectueux, qui va aller faire des câlins à tout le monde, donc tu vois, moi, je sors de mon van, il y a des gens qui restent dans leur van, la plupart du temps, tu vois? Ouais, j'ai l'impression que je suis arrivée, en fait, d'une culture «van life» entre gros guillemets, encore une fois, assez sociable, et assez différente pour arriver dans un mode un petit peu plus individualiste ici, ouais, je dirais. Donc le côté social, ouais, pour répondre à la question de base, c'est un peu plus dur en Europe, ouais, effectivement. Il y a plusieurs moments où je me suis sentie un peu seule. Après, je suis dans un moment de ma vie aussi où je recherche un peu, à me retrouver avec moi-même. En fait, quand tu pars en van, de toute façon, faut t'attendre à avoir de la solitude. Faut qu'elle soit voulue, en fait. Quand elle est forcée, c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi, j'ai besoin de moments seuls quand même beaucoup, mais c'est vrai que je suis quand même assez sociable, donc ouais, des fois, ça a été un peu subi quand même, et pour ça, il y a une toute nouvelle application dont on parlera dans un prochain podcast. Mais quel teasing! Carrément, on en reparlera très bientôt parce que je pense que ça peut être utile à plein de nomades et futurs nomades. Mais en attendant, j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je crois, ou en tout cas, on en avait parlé un peu, en off, sur le fait que tu as le sentiment que le terme vine lifer est devenu un peu négatif. Est-ce que tu pourrais développer un peu, sur ça? Moi, je le trouve pas tant négatif que ça, mais je pense que je suis pas la seule à sentir que ça devient un peu un terme négatif, connoté très négatif, hein, voire un peu caricatural dans la bouche de certaines personnes. Je pense qu'il y a eu un gros, gros boom de ce que j'ai entendu du coup après le Covid, de la van life. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont passé un petit peu du temps sur les réseaux sociaux, où il y a eu un effet de mode qui s'est créé. Et c'est pour ça, en fait, que c'est connoté négatif parce que pour beaucoup de gens, c'est juste un effet de mode, alors que ça part de bonnes intentions, tu vois? Ça part de gens qui sont en quête d'aventure, en quête existentielle, hein, tout simplement, que tu veux redécouvrir un peu une façon de vivre. Seulement le souci, c'est que je pense que tu as pas mal de gens qui sont arrivés sans avoir trop les codes ou sans vouloir les aborder non plus et qui ont des comportements assez irrespectueux, heu et malheureusement, tu en as quelques-uns qui vont faire ça et ça va affecter les autres. Donc je pense évidemment à tout ce qui est, côté, pratique, on va dire. Tu as les gens qui vont laisser leurs déchets derrière eux. Tu as les gens qui malheureusement font leurs besoins un peu partout. Tu as des gens qui prennent trop de place, qui s'étalent complètement. Ouais, encore une fois, qui n'ont pas les codes et qui arrivent un petit peu en mode irrespectueux, un petit peu individualiste, tu vois? Moi, je fais mon voyage tranquille, je suis là pour prendre mes photos, pour profiter de mes vacances et cetera. Je suis pas du tout dans le mode, découverte communautaire de la chose. Enfin, c'est vraiment des gens qui font ça en mode: «Je m'en fous du reste du monde», tu vois? Ça, tu le vois, mais encore une fois, j'insiste, c'est minoritaire, mais ça t'interpelle tellement que tu dis: «Waouh, il y a un problème quelque part, quoi». Et malheureusement, c'est à cause de ce genre de comportement que, on va être très marginalisé. Encore une fois, le côté français qui dit: «Ah mais ils sont tous comme ça». C'est à cause de ce genre de comportement qui reste minoritaire, mais qui interpelle trop et qui laisse trop de dégâts derrière lui, qu'on va avoir beaucoup de restrictions, de parkings qui ferment, d'endroits naturels qui ferment.
de restrictions de hauteur, de panneaux d'interdiction, de camping-car, mais aussi de van lifers, de véhicules habités maintenant on appelle ça. Et ça grandit, mais vraiment sans exagérer. Chaque mois, tu as des nouvelles pancartes un peu partout. Hem et ouais, c'est très marginalisé et ouais, tu as quand même pas mal de regards, hein, qui se posent sur toi. Tu sais jamais trop si c'est positif ou négatif, hein. Hem, mais tu as beaucoup de gens qui font de commentaires, ça je le sens pas mal, qui te fixent pendant des heures. Et aussi, ouais, je pense que dans l'esprit de certaines personnes, la van life, c'est encore, un petit peu assimilé aux connotations négatives de gens du voyage, de teufeurs, de punk à chien et pendant longtemps, dans l'esprit des gens, ça a été associé à du négatif alors que la van life, tu as tellement de façons de la vivre. Tu as tellement de gens qui sont là pour explorer de nouveaux lieux, pour rencontrer de nouvelles personnes. Faut pas oublier que les van lifers, c'est des gens qui consomment local, c'est des gens qui sont là pour participer à la vie locale souvent. Je te parlais tout à l'heure de pas mal de gens qui font ça tout en travaillant sur leur route. On fait souvent des boulots que beaucoup de gens ne veulent pas faire, type restauration, travail en ferme et cetera. Ça existe aussi en France, en fait. Et plutôt que de se focus sur «l'aspect négatif» entre guillemets de la van life, faut voir aussi toutes les bonnes choses que ça apporte, en fait. Et si de plus en plus de gens se dirigent vers ce mode de vie, c'est qu'il y a une raison aussi. Ça fait plus de sens. Il y a tout à fait moyen de «cohabiter» entre guillemets, en fait. Carrément. Finalement, on en revient un peu à des questions de respect, d'éducation, à la fin. Mais bon, on va revenir à ton parcours un peu, et je voulais savoir si tu avais eu une galère de voyage à nous partager. Comment tu t'en es sortie et ce que tu en as appris? Et en fait, j'en ai tellement que on pourrait faire un podcast de 2 heures au moins. Hem et c'est intéressant, je trouve, la résilience que tu construis au fur et à mesure. Avant, j'étais du genre super anxieuse sur ce genre de trucs et j'en ai tellement accumulé que c'est devenu un petit peu, un quotidien et en fait, c'est un peu cliché, mais pour moi, tout arrive pour une bonne raison et tout te redirige, pour de bonnes raisons aussi. Donc je vais te raconter, une de mes premières qui m'a bien redirigée dans le bon sens. C'était en Australie, donc avec, mon premier véhicule aménagé, mon SUV. J'étais en road trip sur la côte ouest, hein, de l'Australie et j'avais pour habitude d'aller voir les crocodiles, hein, dans Je vois ta tête. d'aller voir les crocodiles, depuis mon véhicule, en fait, dans les sables mouvants. Très mauvaise idée, parce que du coup, je me suis complètement enfoncée, sauf que c'était pendant que la marée était montante, donc sur une plage, à côté de la mer et bah, mon véhicule a fini aux 3/4 des roues noyées. Heureusement, j'ai eu, un groupe d'Australiens complètement bourrés qui sont arrivés, qui m'ont sorti mon véhicule, de l'eau au dernier moment, sauf que c'était complètement défoncé. J'avais investi, pas mal de mes économies dans ce véhicule. Je commençais à revenir à court de thunes. C'était la première année en Australie où mon anglais était toujours au niveau de 0. J'avais beaucoup de mal à trouver un job et je savais pas encore si j'allais continuer ce mode de vie ou pas. Mon premier plan, c'était de rester une année en backpacking et de revenir faire mes études, hein. Bref, du coup, je suis allée chez un mécano. J'avais pas assez d'argent pour payer. J'étais en galère et je me disais: «Est-ce que mes aventures s'arrêtent maintenant? Ou est-ce que j'essaie de continuer, en fait? Est-ce que je peux payer les réparations de mon véhicule et continuer l'aventure ou est-ce que j'abandonne tout de suite?» Je suis tombée sur un mécano, une des personnes les plus adorables et joyeuses et optimistes que j'ai rencontrées toute ma vie. Bon, bah, j'ai eu un énorme crush, hein et comment dire? Il m'a proposé de rester dans son garage et je faisais quelques petits boulots pour lui et en même temps, bah, du coup, j'ai trouvé mes premiers jobs en restauration. À l'époque, pour te dire, j'étais runner, hein, j'étais même pas serveuse parce que je parlais mon anglais était tellement minable que je pouvais même pas prendre des commandes, tu vois? J'ai pu économiser un petit peu d'argent pour payer les réparations du véhicule et réfléchir à ce que j'allais faire. Mon petit crush du garage s'est transformé en une belle relation, et c'est quelqu'un qui m'a redonné énormément confiance en moi, qui m'a vraiment transmis son optimisme et sa joie de vivre
heu, que je n'oublierai jamais encore une fois et c'est lui vraiment qui m'a poussée à continuer sur mon chemin, à trouver du taf pour financer le reste de mes voyages, à continuer mon aventure en Australie et plus tard, ce qui aura été, l'histoire du reste de ma vie, hein, jusque-là et c'est ma première galère qui m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps, qui m'a fait penser que j'étais, pas capable de ce genre d'aventure, hein, pas capable de faire face à ce genre de situation et au final, voilà, je m'en suis sortie avec une belle histoire, et j'ai repris confiance en moi et j'ai continué la suite de mes aventures. Grâce à une grosse galère, hein, de moi qui noie presque mon premier véhicule au fin fond de la mer. Dylan, allez voir les crocodiles. Ah oui, exactement. En plus, on n'en a pas vu. On avait vu un panneau: «Attention aux crocodiles», donc je te dis même pas. On tu ton véhicule qui est à moitié noyé. Ah, c'est sûr que ça, tu t'en rappelles et puis ça te fait des trucs à raconter en soirée en plus. Mais du coup, ça me fait penser à une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que la vie en van, c'est pour tout le monde? Alors que ce soit pour la vie en van, pour le nomadisme, pour, parcourir un pays, parcourir le monde, je pense qu'il faut pas oublier que la première limite, hein, c'est nous-mêmes, en fait. Qu'on est tous capables de faire énormément de choses dès qu'on apprend à lâcher prise, hein, et surtout, surtout à suivre notre instinct. S'il y a quelque chose qui nous appelle, en fait, au plus profond de nous, c'est qu'il y a quelque chose à explorer dans nos passions, dans la quête existentielle, je pense qu'on a tous. Ouais, qui est très différente selon chacun et encore une fois, s'il y a quelque chose qui nous fait vibrer, faut aller à fond dessus. S'il y a quelque chose qui nous met un doute, on faut pas hésiter à se rediriger, hem, voire faire demi-tour complètement si jamais ça nous va pas, mais le plus important, c'est de faire le premier pas et ça, tout le monde est capable de le faire. En revanche, la vie en van, ça, c'est pas pour tout le monde. Je vais pas te mentir, c'est pas pour tout le monde. Il y a encore une fois la van life, faut prendre le positif et le négatif qui est pour moi 50-50, clairement. Tout dépend de ton rapport au confort, l'adaptabilité, l'anxiété sur les petites choses au quotidien. Ta résilience au stress du quotidien, tu peux la construire par contre. Faut pas oublier que ça demande beaucoup de concessions et de sacrifices, que tu reviens à un mode de vie qui est quand même très minimaliste, donc ça, c'est ton rapport à ça. Mais tout le monde est capable, hein, de faire ça. Ce que je voulais ajouter, c'est que si jamais, c'est un mode de vie qui t'attire et que tu hésites à te lancer, ne pas hésiter à y aller petit à petit, en fait. C'est ce que la plupart des gens font, j'ai l'impression. Plutôt que de tout plaquer, tes économies, ton job et cetera, d'acheter un van et de partir sur la route sans savoir si ça te plaît, faut pas hésiter à y aller petit à petit, en fait. Tu prends ton véhicule, hein, si tu en as un et tu mets encore une fois, tu mets 3 planches derrière, tu prends un cooker, un réchaud et tu vas aller camper quelques jours, quelques semaines et tu vois si ça te plaît. Hésite pas, il y a des locations aussi, des locations de van. Si tu connais des gens qui ont un van, tu proposes de payer ton apéro et tu pars à l'aventure pendant un week-end. Hésite pas à y aller petit à petit, en fait. Faut pas tout lâcher parce que tu as vu un truc joli sur Instagram, en fait. Faut bien se renseigner aussi sur tous les aspects de ce que ce mode de vie implique avant, en fait. Aussi, c'est que tu peux choisir de vivre à temps partiel ou à temps plein et revenir en arrière à un moment, en fait. Tu pas obligé de faire, ta van life, à temps plein d'un coup. Tu peux très bien garder ton appart, faire ça à temps partiel et y aller petit à petit. Carrément. Peut-être la dernière question pour la fin. En un mot, qu'est-ce que ton nomadisme représente pour toi? En un mot, c'est dur. Je vais t'en dire 2. OK. Révolution intérieure. Oh, c'est beau. C'est très poétique. C'est poétique et plein de sens. Ouais, c'est parfait. OK, bah, merci, Émilie d'être venue partager ton expérience sur le podcast. C'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Un grand merci à toi. Le plaisir est pour moi et puis de toute façon, on se retrouve, très bientôt pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Si ça vous a plu, alors vous pouvez donner 5 étoiles au podcast et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram by Chloé V. Vous pouvez aussi me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées.
N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Allez, à très vite!